Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Nous serons ensemble jusqu'à 9h30 avec nos rubriques habituelles du jeudi matin, à l'excepté donc de Aïda Mchri pour sa rubrique psychologie. Nous l'avons reçue hier exceptionnellement pour la journée internationale de l'enfance et aujourd'hui elle sera remplacée par notre ami Ahmed Grigarsen qui revient aujourd'hui le jeudi. D'habitude on le reçoit le mercredi, mais aujourd'hui exceptionnellement il sera parmi nous pour sa rubrique les savants et chercheurs algériens. Et aujourd'hui il fera un gros plan sur justement un chercheur et un savant, bien sûr, c'est Mohamed Ben Belkacem, fondateur de la Zawiya de Hamel. Il sera là sur notre plateau pour nous parler donc de cette personnalité et surtout aussi raconter l'histoire. Nous aurons également la rubrique littéraire avec Jawdet Gessouma. Dans un tout petit moment, il nous emmènera dans la région de Bnini, et oui, en Kabylie, à travers donc le parcours et surtout l'écriture de Amar Metref. Il viendra nous parler de la gardienne du feu sacré, l'ermite du Durdura et raconter Aïtidni. C'est un des ouvrages qu'il nous fera découvrir et surtout la personnalité d'Amar Metref. Nous aurons également à parler donc aussi donc de l'huile d'olive, bien sûr avec le salon qui se profile. Le salon de l'huile d'olive et bien sûr nous aurons une représentante de l'huile d'olive et surtout de comment extraire l'huile d'olive dans la région de l'Arwat. Eh bien nous en saurons plus tout à l'heure avec sa présence sur le plateau. Et puis on aura également à voyager dans la région de Assirem avec bien sûr ce semi-marathon qui sera organisé, la deuxième édition de ce marathon donc dans la région de Assirem. Ça sera donc le 10 juin et nous aurons les représentants de cette association. Ils viendront nous en parler en détail. Et puis nous reviendrons sur une vente dédicace, bien sûr une vente dédicace du livre de M. Ben Darmesh qui était venu nous le présenter sur ce plateau. Il s'agit donc de l'hommage qu'il a rendu à Ahmar Zahi, Allah yarhamou, le chantre de la chanson Cherbi. Bien, ce sera donc aujourd'hui proposé par Lounis Aïtaoudia, qui est le président de l'association La Rampe Louni Arzqi, oui, puisque Ahmar Zahi est né dans cette région. Et bien, il a vécu plutôt dans cette région. Il est né à Abnini et il a été natif aussi donc de cette région, donc de la Casbah et surtout d'Alger. Bien sûr, nous allons en parler en détail avec Monsieur Louni Arzqi qui sera sur notre plateau. Voilà, c'est tout le programme qu'on a choisi pour vous. J'espère que vous allez l'apprécier et on va commencer tout de suite, comme à l'accoutumée, avec la météo, avec Amal Haribi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Amel est là, bonjour. Bonjour Amel. Tout va bien? Ça va, oui. Je vous dirai bon week-end après. Voilà. Là, oui. Aujourd'hui, oui, vous pouvez. Alors, il va faire chaud, il va continuer encore. Ça sent vraiment humide aujourd'hui. D'accord. Il faut s'attendre. Hein. Oui, c'est vrai. Très humide. C'est vrai, très lourd. On l'a senti ce matin. N'est-ce pas? Très très lourd. On vous écoute, Amel. Merci Amel. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien aujourd'hui, on aura un temps plutôt humide. C'est pratiquement l'ensemble des régions côtières sous un ciel voilé d'ouest en est, mais plus près des côtes. Par contre, vers l'intérieur et le haut plateau, toujours des cellules orageuses qui peuvent engendrer quelques pluies durant la journée. La moitié sud, une tendance orageuse sur le sud-ouest, plus exactement Tindouf et la Saoura. Et également des orages vers l'extrême sud, le Hégard et le Tassili. Ailleurs, le ciel sera bel et bien présent, avec toutefois des semousses de sable, cette fois-ci tout au long des frontières algéro-maliennes et le Sahara central. Les températures, eh bien, elles seront plutôt élevées vers l'intérieur avec un maximum de 39 degrés à Constantine, 37 Batna et Tébessa, 36 Relizane, 35 Al-Bayad et Djelfa, 28 degrés à Annaba, également Alger, 30 à Tizi Ouzou et Tlemcen, 31 à Oran, au sud 35 Tamanrasset, 37 à Janet également Tindouf, 39 à Béchar, 42 Gardaya et Lizi, 43 vers Biskra, 45 Adrar également In Gazam et le maximum cette fois-ci à Bourj Beji Mokhtar et In Salah avec 46 degrés. Donc soyez très très prudents avec la chaleur. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont souffler entre 10 et 30 km/h sur les côtes centre et est et les vents seront de secteur ouest et 20 à 40 km/h sur les côtes ouest et les vents seront de secteur sud-ouest cette fois-ci. Et bien sûr, on termine ce bulletin avec l'éphéméride. Pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 20h01. Et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie et à tout à l'heure midi.
La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Voilà, vous savez tout sur les nouvelles du ciel. ML vous a donc tout dit. Préparez-vous donc à avoir des températures estivales. Surtout au sud, 46 le maximum. Ouais, faire donc très attention. À l'ombre. À l'ombre. Ben, on pense à eux et surtout nous aussi. Il faudra donc se préparer parce que les températures vont aussi hausser aux jours à venir, les jours à venir, n'est-ce pas? Exactement. Donc à vos chapeaux. Et surtout, hydratez-vous. Hein. Voilà. Buvez beaucoup d'eau. Vos bouteilles d'eau aussi. Voilà, on vous dit bonne journée. Bonne journée, Amel. Et puis à midi, 19h, bien sûr, on vous retrouve avec grand plaisir pour d'autres bulletins météo. Et puis, là, je peux vous dire bon week-end. Voilà, Amel. Ça y est, c'est jeudi et vous allez vous reposer en attendant de vous retrouver dès la semaine prochaine. Inch'Allah. Voilà, on vous laisse repartir avec une belle balade musicale avec plaisir. À la guitare cette fois-ci, la guitare sèche. Et il est virtuose, bien sûr, de la guitare. Cette fois-ci, on va vous laisser en compagnie de Bilal Bouchnin. Voilà, on se retrouve juste après. Vous avez promis une belle balade musicale, en tout cas j'espère que vous l'avez appréciée, tout en images, avec les beaux paysages d'Algérie, bien sûr. On le reçoit comme chaque semaine, d'habitude c'est le mercredi, aujourd'hui exceptionnellement il est parmi nous le jeudi, et on a donc le plaisir de le recevoir. Ahmed Grigarsen, bonjour. Bonjour Amel, bonjour à tous les téléspectateurs, Sma al-khair alaikum. Vous avez fêté la journée de l'enfance hier? Oui, ouais. On a vu tous les enfants avec les dessins sur leur visage. C'est ça, c'était une belle journée. Pour eux, oui, ouais. On était heureux parce qu'ils étaient tout excités. C'est bien, c'est bien. C'est comme ça qu'on commence, en tout cas, à les sensibiliser autour bien de choses, de thèmes, que ce soit pour l'environnement, pour l'histoire, pour plein de choses. Ouais. Et c'est comme ça qu'on suscite les vocations, bien sûr. Parce qu'il faut chercher en eux ce qui est en eux. Donc, les talents qu'ils ont, il faut qu'ils se découvrent, qu'ils sachent ce qu'ils peuvent faire. C'est ça, des adultes responsables plus tard. Voilà, exactement. Et exceller dans leur métier, faire le bon choix du métier, faire le bon choix de la spécialité.
spécialité, c'est important. C'est Je suis susciter la curieuse de vocation. savoir, vous étiez doué en quoi quand vous étiez jeune? Vous aimiez l'astronomie aussi? J'aimais en fait tout, mais j'aimais surtout l'histoire. Ah, et ça n'a pas changé. Exactement. Et ben voilà, vous en avez fait une belle vocation, votre métier aujourd'hui, c'est ça, quelque part. Oui. Vous êtes chercheur, vous travaillez, vous vous intéressez à notre histoire. Exactement, Et chaque c'est le semaine, patrimoine. vous êtes là, vous nous faites donc une thématique autour Exactement. d'une personnalité. Exactement. Aujourd'hui, c'est très spécial parce qu'on est le 2 juin et c'est le 125e anniversaire du décès de Cheikh Mohammed bin Boulqasem, fondateur de la Zawiya d'El Hamel. Donc, bien sûr, à chaque fois qu'on parle de culture, on parle de soufisme, on parle d'enseignement, on parle de manuscrits, surtout en Algérie, la Zawiya d'El Hamel est inévitable. Donc, c'est vraiment un élément central dans la culture algérienne. On en parle souvent. On en parle souvent parce et c'est grâce à lui. C'est lui qui a fait tout le travail. Il a bien sûr créé la Zawiya. Il a aussi créé la bibliothèque, qui est maintenant l'une des plus riches bibliothèques du monde arabe en termes de manuscrits, en termes de fonds privés, bien sûr. Et elle reste quelque chose d'inévitable, d'incontournable. C'est quelque chose de très important. Lui-même, il représente un peu cette génération qui a confronté le colonialisme, qui a confronté bien sûr l'occupation dans son visage le plus affreux, mais donc il fallait que certains fassent le djihad, faire face militairement, et d'autres devaient rester et conserver l'identité. Donc lui, il a eu la charge la plus dure. C'est comme on appelle, comme disait Rasul sallam, Oudna min al-jihad al-asghar ila al-jihad al-akbar. Parce que maintenant, prouver qu'on est là, rester au lieu de partir, parce que quand on compare, il y a la génération bien sûr qui a combattu, donc il y a plein, surtout les Rahmaniya, donc ils ont reçu beaucoup de coups, donc ça, le coût humain chez eux a été très élevé. Il y a aussi l'élite qui est partie, qui a choisi. On l'avait vu plusieurs fois. Cheikh Sklaoui, Cheikh Salah Smaouni. Émigré ailleurs. Ils ont émigré parce qu'ils étaient forcés, il y a les conditions. Mais lui, il est resté. Il a résisté. Et il a résisté, donc, et pour résister, donc il a choisi d'aller s'isoler parce que pour que ce qu'on appelle les frontières de contact, donc les zones de contact, donc il est parti le plus loin possible du colonialisme. En Kabylie, par exemple, il y a plein de villages qui sont devenus oufla parce qu'ils sont montés au haut des cimes des montagnes pour éviter le contact direct avec le Roumi. Lui, il est parti au fin fond du désert, donc il a choisi quand même un lieu région de vivable. Boussada, quelques kilomètres un village isolé où il n'y avait rien, mais il y a quand même un oued, il y a des sources d'eau, donc c'est quelque chose, donc c'est vivable, et il s'est installé là-bas. Il a fait ses études comme tous ses contemporains, donc il a pris le Coran, il s'est déplacé, il est parti vers plusieurs zawiyas, une zawiya Borj Bouarirej, puis principalement il a étudié à la zawiya de Ben Boudaoud, de la région de Teslanta Aqbou, donc c'est là où il s'est vraiment formé. Et puis, donc, il avait d'autres contacts avec les zawiyas de l'Athmaniya. Donc, il avait d'autres contacts. Voilà, d'autres contacts. Il a fait ses études, mais tout de suite, il a été rattrapé par la réalité. Il devait commencer à enseigner. Donc, il y a des notables de sa région qui ont demandé à son maître, Ben Boudaoud, de l'obliger à rentrer chez lui pour enseigner. C'est ce qu'il a fait. Et à la fin, avec l'aide de la notabilité de la région, il a construit la Zawiya qu'il a ouverte en 1863. Et depuis, c'est devenu un centre culturel très important. Un pôle rayonnant. Un pôle. Donc, tous les grands maîtres sont passés par là. Donc, quand on voit le livre édité sur les archives de l'art, ça, c'est une image intérieure de la Zawiya. Donc, il y a un livre qui a été édité par notre ami Fouad El-Qassimi sur les trésors de la Zawiya. Donc, on a plein de correspondances. d'Ibn Badis, Ahmed Tawfiq Al-Madani, Abdel Hayy Al-Kattani, les anciens, Ali Ben Haffaf, les grands noms, Hamid Al-Ammali. Donc, il y a plein de... sont passés en écrit. Tous sont passés, des étrangers, des Algériens, donc des ulama tunisiens, du Moyen-Orient. Il y a aussi des orientalistes, donc quand ils avaient besoin de documents, d'informations, ils se référaient aussi au cheikh. On a parlé avant de sa fille Lalla Zeynep. Oui. Donc on en a déjà parlé. Oui. Donc c'était quand même une femme qui a fait ses preuves à une époque où c'était difficile de se démarquer. Même le chef du bureau arabe de Boussaada, dans sa conceptant, il lui dit oui, mais bon, tu es une femme, tu rentres dans la cuisine et c'est bon, tu laisses ton cousin prendre en charge la Zawiya. Et lui dit oui, mais dans la loi française, il y a l'égalité des femmes entre les femmes et les hommes. Elle avait son caractère. Elle avait beaucoup de caractère. Elle s'est imposée comme
directrice de la Zawiya qu'elle a dirigée jusqu'à sa mort. Donc aujourd'hui... Parce qu'elle était gardienne justement de cet héritage et il fallait bien sûr le garder précieusement, jalousement aussi, sûr, pour bien pouvoir sûr. aussi transmettre aussi ce savoir à d'autres jeunes. Elle a vu qu'elle avait les capacités, elle a assumé la responsabilité de la Zawiya, donc, et elle rencontrait des gens, elle recevait des gens, donc elle a fait marcher la Zawiya, l'enseignement des jeunes, la transmission, et surtout ils ont gardé jusqu'à présent très très jalousement la bibliothèque de la Zawiya. Donc et ça fait le point fort. Et jusqu'à présent, on voit les descendants du Cheikh Ben Boulqasim qui sont des gens qui sont... c'est pas des familles comme certains qui sont à la fin un peu petit à petit détachés de la tradition parce qu'ils ont C'est étudié. très dur de garder, hein, parce que chacun après a sa propre formation, ses propres occupations et peut-être c'est vrai qu'ils n'ont plus le temps de s'occuper Des fois, ils vous disent, il y a certains qui vous disent j'ai un document de mon grand-père, il a peut-être 2-3 siècles, mais j'arrive pas à le lire parce que il connaît pas la calligraphie algérienne, l'ancienne calligraphie, donc il peut pas comprendre, il y a des termes qu'il ne comprend pas parce que tout simplement il n'a pas la formation qu'il faut. Mais eux, ils sont restés dans la tradition. Donc justement, c'est autour de tout cela, donc il y a plein d'autres questions et de questionnements qui vont se faire cet après-midi au colloque à la Bibliothèque nationale Hamma à partir de 14h. On va parler de la vie, de l'œuvre, des fréquentations, des facettes cachées et connues de Cheikh Mohammed Ben Boulqasim, parce que qui était-il comme personnage dans la vie au quotidien? Exactement. Voilà. Qu'est-ce qu'il mangeait? Qu'est-ce qu'il aimait? Il y a plein de questions que je me pose. C'est ce qu'on se pose en général. On se dit, c'est vrai que c'est des personnages, ils ont l'air vraiment très sérieux, avec beaucoup de rigueur. Et finalement, c'est des personnages qui rigolent, qui font des qui blagues, font du sport peut-être, qui ont des activités hors. Exactement. Et aussi, on a une image très fausse du tasawwuf chez les musulmans parce qu'on imagine qu'il est semblable à la mystique chrétienne. La mystique chrétienne, c'est tout autre chose. Entre les religions et les cultures, peut-être qu'on partage la spiritualité ou donc rouhaniyat, on partage avec eux, mais c'est pas la même mystique. La mystique islamique, parce que sinon on ne comprendrait jamais comment un mystique comme Cheikh Mohammed Ben Boulqasim construirait une zawiya comme la sienne. Normalement, il doit être un ascète, donc il délaisse tout. Avec quelle rigueur? Donc, il y a aussi la rigueur avec laquelle il tenait les comptes de la Zawiya, parce qu'il avait un registre de comptabilité. C'est très sérieux, donc, bien sûr. Ça, c'est une correspondance de l'Amir Abdelkader qu'on voit. Donc, c'est une lettre que l'Amir Abdelkader a envoyée à Cheikh Mohammed Ben Boulqasim. Donc, il avait des liens. Il y a aussi l'Amir Abdelkader qui a offert à Cheikh Mohammed Ben Boulqasim une paire de fusils. Donc, il y a quelques correspondances qui ont été échangées. Et c'est pour vous dire que c'est pas parce qu'il était dans la Zawiya en train de former, il était complètement détaché de la résistance. Donc, il y a aussi les liens qu'il y avait entre la Rahmaniya, donc la Rahmaniya chez lui, et la Rahmaniya de Kabylie, donc au moment de la résistance d'Al-Muqrani, Cheikh Al-Haddad. Donc, il y a encore des liens. Donc, des fois, c'est des choses qui sont connues, peut-être moins connues, mais grâce à ces correspondances, on arrive à comprendre le choix donc, que ces gens faisaient. Donc il y avait quand même... il a pris les armes finalement? Non. D'accord. Parce que l'Amir Abdelkader lui a demandé de ne pas prendre les armes. Parce qu'en 1844, quand il l'a rencontré, donc il voulait... comme tout le monde, bien sûr, il était jeune à l'époque, mais l'Amir Abdelkader lui a interdit, lui a dit non, toi tu restes dans l'enseignement. Et aussi c'était la fin, parce que 1844, 1847, donc il n'y avait que 3 ans qui restaient. L'Amir Abdelkader savait très bien que ça n'allait pas finir bien, donc déjà il y avait les prémices de la défaite, il faut le dire, c'est une défaite armée, c'est pas... C'est pas une honte. Et donc aujourd'hui, on trouvera au niveau donc de la bibliothèque, vous allez parler un petit peu de tout cela. Vous allez donc parler donc de la vie, de l'œuvre et surtout donc de la descendance, de la région. Voilà, il y a plusieurs angles d'attaque, si vous voulez, du sujet. Donc, il y a plusieurs amis. Donc, il y a Cheikh Abdelmoun'im Al-Qamisi qui est professeur à l'université de Ouargla. C'est lui qui organise un peu avec la Bibliothèque nationale, avec le directeur Mounir Bahadi et la chef service des manuscrits Thomas Ben Yahya. Donc, c'est eux qui sont derrière l'idée. Donc, lui, il va retracer, Abdelmoun'im Al-Qamisi, il va retracer la vie. Donc, il va suivre les pas de Cheikh Mohammed Al-Qassim. Il y a Cheikh Ammar Jidel, professeur à l'université d'Alger, qui va analyser
c'est une œuvre, un poème de Cheikh Mohamed El Qassem. Il y a Abdelrahman Douib qui va parler d'une œuvre. Il y a notre ami Zaim Khanchlaoui qui va parler de la Rahmaniya Khalwatiya à Bakou. Pas moins que cela. Et donc, il y aura vous aussi? Oui, il y a moi, donc je me laisse en dernier. Je vais parler un peu du contexte culturel du siècle. Donc voilà, je vais parler. Il y a aussi notre ami Fouad Qassimi qui va aussi présenter. Il y a un autre Qassimi, je crois qu'il s'appelle Youssef ou Shaheen, je ne me rappelle plus, qui va parler un peu aussi des traces, donc des documents qu'il y a dans la Voilà, dans on la vous Zawiya. voit. En tout cas, cet après-midi, l'invitation est publique, donc c'est accessible à la bibliothèque à partir de 14h. Très bien, ça sera donc très intéressant de pouvoir aussi avoir toutes ces informations vues par des spécialistes aussi qui ont travaillé sur cette personnalité qui a marqué notre histoire, n'est-ce pas? 125e anniversaire de Cheikh Mohamed Ben Qasim. Voilà, Allah yarhamou. Merci beaucoup Ahmed Grigarsen, on vous dit à la semaine prochaine. Inch'Allah, bon week-end. Mercredi prochain, Inch'Allah, et puis bon week-end à vous. Ouais, et puis bonne rencontre cet après-midi. Voilà. On continue, je vous invite tout de suite à voir donc, ces belles images. Donc, et on se retrouve juste après avec la rubrique littéraire. Voilà, de retour. Et puis, il est là, il est déjà prêt à faire donc sa rubrique. C'est Jawdet Gessouma, comme chaque jeudi matin. Il nous fait un voyage, il nous fait voyager à travers la littérature algérienne et aussi d'autres littératures aussi du monde. Aujourd'hui, il va nous emmener dans la région de Bnini, Etini, comme certains aussi diraient. Bonjour Jawdet. Bonjour. Comment ça va? Ça va, alhamdoulilah. Et vous? Alhamdoulilah, Bien. très bien. Il fait beau, il fait bon. Il fait beau, il fait bon. Voilà. Comme j'ai posé la question à Ahmed Grigarsen tout à l'heure, étant jeune, vous rêviez de quoi? Hier, nous fêtions le 1er juin. Oui, Vous rêviez un jour que vous alliez devenir écrivain, aussi artiste? Oui. Oui, j'ai rêvé et maintenant je me donne les moyens de réaliser mes rêves. Voilà. Et tout est extraordinaire. possible. On appelle ça la résilience. Donc c'est ce qu'il faut inculquer à nos enfants. C'est, je crois, ce qu'il faut partager. Ouais. Lisez,
abreuvez-vous de culture générale. Et la culture générale, c'est pas seulement lire des livres, c'est lire le monde qui nous entoure. C'est vrai. Et vous apprendrez à avoir les clés d'aborder ce monde avec les meilleurs outils possibles. Exactement. C'est ce Voilà. que vous faites Je régulièrement. prends un peu la place de Aïda qu'on verra sur la bientôt. Exactement. Alors aujourd'hui, c'est un beau voyage à travers aussi Voilà. un personnage. Hein. Oui. C'est Amr Metref que vous, Amr vous Metref, allez oui, donc, rendre hommage, à qui vous rendez hommage voilà. aujourd'hui. تجميلة دا مرات يني دونك هات عمر donc c'est Ammar Metref, la voix d'un noble. Je me souviens une fois en 2004, c'était le début du festival itinérant Racontard. Et Hassan Metref est un ami et c'est un infatigable arpenteur de toute la Kabylie. C'est un résistant aussi. Et voilà, c'est vraiment un résistant de la culture. Et donc, la première édition de ce Racontard, c'était faite en 2004 avec Denis Martinez, Salah Silam et Hassan Metref. Et donc, il y avait la présence d'un personnage. On était en train de lire un peu des extraits de nos livres respectifs. Et il y avait un personnage qui était toujours au premier plan. Et il était très attentif. Et il s'appelle Ammar Metref, Dame Ammar pour les intimes. Et ancien directeur de collège. Professeur, instituteur, enseignant, né un 1er mai 1935. Et il a donné d'ailleurs, il était un peu le patriarche d'une fratrie vraiment, et une fratrie avec même des cousinages très importants. On a Foroudja Metref qui est documentariste. C'est lui. Donc là, c'est l'ancien, comme on dit. C'est un personnage pharaonien. Vraiment, on a l'impression que c'est une réincarnation de ce qu'a été Mouloud Pharaon à travers le personnage et à travers son récit. Parce qu'il a un maniement de la langue, un intérêt pour la langue, pour le récit et tout, qui est extraordinaire. Et donc, comme je disais, la famille, il y a Arsène Metref qui est écrivain, il y a Hakim Metref qui est journaliste, il y a Hassan Metref qui est opérateur culturel, Karim Metref qui est en Italie aussi, qui est opérateur culturel, etc. C'est une grande famille. Ils sont vraiment une grande fratrie qui vraiment donnent beaucoup de choses à la culture algérienne. Et c'est tant mieux. Donc, dans là, les sciences aussi, hein, oui, bien sûr, dans les sciences, dans l'information, dans la recherche. Vraiment, c'est une grande famille. Et donc, l'hommage était mérité parce que l'effacement, si vous voulez, l'humilité, la modestie de ce personnage, lui ont, si vous voulez, pas joué un mauvais tour, mais il aurait gagné à être plus connu parce qu'il a vraiment produit beaucoup de choses, notamment la gardienne du feu sacré, qui a été d'abord encensée par le critique et écrivain Rachid Mouhtari sur vraiment un récit vraiment qui rejoint la tragédie grecque. Oui. Vraiment, donc on le voit à l'image. La gardienne du feu sacré, un roman paru d'abord chez ENAP, ensuite là chez Imad. Et c'est vraiment très intéressant parce qu'à travers un récit romanesque, il va nous intégrer dans la vie quotidienne. Dans la vie quotidienne avec vraiment, comme je disais, des allants pharaoniens. Et donc c'est assez intéressant. Donc on a la tradition, le récit qui est très très bien mené parce qu'il a, comme je disais tout à l'heure, une utilisation de la langue qui est formidable. Et donc c'est très très intéressant. Il a une écriture très intéressante, assez bien menée, assez bien ficelée. Bien sûr, c'était un professeur de français, donc la langue châtiée à la perfection. Donc ensuite, après, il va écrire... non, lui, il a écrit beaucoup de choses. Il a écrit vraiment c'était aux éditions de la prose, de la poésie. Oui, ENAP au début. Donc il a écrit de la prose, de la poésie, il a fait des récits, il a fait aussi des choses quasiment monographiques sans avoir l'air d'y toucher. Avec l'ermite du Djurdjura, qui est le roman d'une vie et d'une époque, il appelle ça comme ça, aux éditions Amal. Et là, l'ermite du Djurdjura, il va parler. Cet ermite du Djurdjura, il y a une légende, il y a un personnage qui est connu. Il y avait une sorte de prêtre ascétique qui vivait au pied du Djurdjura. Et ce personnage est très prégnant, il est très présent dans le Djurdjura. Quand on fait comme ça des randonnées ou qu'on va sur place en visite, on en parle beaucoup.
Mais en réalité, lui, il doit sa carrière et il l'assume, Ammar Metref Dam Ammar, Allah yarhamou, à son père. Et là, il y a un récit qui était lui-même instituteur et qui lui a inculqué cet amour de la langue et de la transmission, qui est très important parce que Ammar Metref, l'enseignant, était aussi un grand homme qui était toujours à l'écoute des autres. On le voyait, vous marquez un intérêt, vous vous sentiez important quand parce qu'il mettait toujours par son regard il y avait seulement, sa sagesse. toujours cette sagesse qui était mise au service de l'autre, de l'altérité, ce qui est quand même quelque chose de fantastique. Je pense que c'est un grand personnage. C'est les rôles des aînés. Voilà, les aînés, les anciens. C'est très très important. Et donc lui, il va rendre hommage à son père à travers un récit. Et il a toujours une manière de vous présenter des choses extraordinaires sous l'égide, enfin la forme d'un récit fluide, extraordinaire. Et vous avez des dates, vous avez des situations, et ça vous donne une idée un peu assez bien menée de l'histoire, de ce qui se passe dans cette région. C'est-à-dire qu'il forçait le respect, il forçait le respect, par sa simplicité, sa modestie et surtout son savoir, parce qu'il était donc très donc il a été d'ailleurs lors de la semaine dernière, le 19, 20 et 21 mai, il y a eu un hommage vraiment avec des conférences, des contes, de la poésie qui parlaient des projections de films. Il y a eu tout un événement autour de lui. Et là aussi, on est un peu revenu en présentant un peu ses livres lors du deuxième salon du livre qui s'est passé le 26, 27 et 28 mai. Et donc, où on a eu l'occasion de découvrir vraiment toute son œuvre rééditée aux éditions Amel, par exemple, et Imal. Et là, donc, après, l'un des derniers opus qu'il a produit, c'était Raconter Etini. Et là aussi, sa région natale avec des coups de cœur. Vraiment, c'est des coups de cœur. C'est pas un récit méthodique, organisé, comme ça. C'est vraiment des coups de cœur avec des flashs sur des personnages, sur des régions, sur des personnages très colorés, très en couleur. Il y a un maire quelque part qui a fait une action. Donc c'est une invitation à aller découvrir C'est vraiment une invitation. Voilà, c'est une clé d'entrée un peu dans cette région des Aïtini qui est quand même très, très, très puissante dans son histoire. Il y a d'abord 7 villages. Et lui, il est d'Agouni Ahmed, un peu presque dans la vallée, pas dans la vallée, mais un peu en contrebas comme ça. Et il y a un piémont qui est l'Hassan d'ailleurs sur les Bnini. Et donc, il y a une histoire formidable, bien sûr, c'est un peu les références de la colline oubliée. Lui, il va appeler ça la colline retrouvée. D'accord. Parce qu'il va justement retrouver ses racines et nous les compter un peu d'une manière très fluide aussi, très intéressante. Donc, c'est vraiment un grand personnage qui nous parle de sa région. C'est intéressant. C'est intéressant. Bien sûr, c'est pour ça que je parlais de personnage pharaonien, personnage d'une grande ouverture, d'une grande tolérance, d'une grande sagesse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui communiquait cette sagesse par le respect de tout ce qui constituait le substrat de la société bninienne, si on peut dire ça, enfin, le résumé un peu de la Kabylie, parce qu'il faut dire que cette région est une région qui a été toute en rébellion. S'ils ont fait des bijoux, c'est parce qu'ils ont commencé par la serrurerie, ils ont commencé par la fausse monnaie aussi pour la serrurerie, ça venait de l'armurerie, ils ont fait de la fausse monnaie pour faire une inflation sur la monnaie. Non, sur toute la monnaie, ils ont fait de la fausse monnaie pour vraiment envahir toute... c'est vraiment de toutes les luttes, de tous les instants. En plus, c'est une région avec beaucoup de poésie, comme beaucoup de régions. Et beaucoup sont natifs, beaucoup donc voilà, donc on a de chercheurs qui sont le Dmamri, Idir, qui sont originaires d'Haïti. Beaucoup de gens comme ça qui viennent de cette région, qui a donné aussi son lot de Moudjahidine, son lot de Shuhada, et qui a donné aussi son lot Ils ont été dans la résistance aussi. Déjà à l'époque turque. Et puis après à l'époque coloniale où ils ont vraiment, c'était vraiment organisé. D'ailleurs, je me souviens une fois,
ça fait quelque temps, vers 94 comme ça, j'avais vu une sorte de vieux qui était une personne comme ça, âgé, un ancien, qui parlait, et je pensais qu'il avait un récit un peu déluré, un peu décousu, mais en réalité c'était quelque chose d'Aoun al-Rahmou, que beaucoup de gens considéraient sur place comme un derwish, une sorte de fou sage comme ça, et il m'avait donné beaucoup de choses comme ça sur le récit hérité, comme ça, sur l'histoire. Et donc, voilà, ça a été entériné par des gens qui ont écrit comme Da'amar Metref, et donc avec une production quand même assez féconde, assez prolifique. Et donc voilà, il est à lire, il est disponible partout. Donc Raconter Etini, L'ermite du Djurdjura, La gardienne du feu sacré, et avec beaucoup de livres de prose, La saison des charognards, Mémoire d'un songe creux, De destin croisé, Histoire d'un naufrage, L'arbre interdit, Fable kabyle. Il a travaillé pour les enfants, pour les femmes, il a parlé de tradition, il a parlé de choses, de géographie, de lieux, d'histoire et tout ça, mais toujours dans un style épuré, simplifié, simple et efficace, pertinent. Et c'est donc très très intéressant. En tant que pédagogue aussi. En tant que pédagogue, oui, on voit le pédagogue. Parce qu'il avait cet esprit pédagogue. On le voit dans ses textes. La pédagogie, quand je disais, il l'a mise au service de la transmission et de la littérature. Ces textes sont très littéraires. Il s'agit de prose, il s'agit de rimes pour certaines fois, il s'agit d'esthétique de l'écriture, et c'est très très intéressant à découvrir. Très bien. En tout cas. Et puis bon, on peut y aller sur le salon du livre de Boudjima le 2, 3 et 4, donc aujourd'hui, demain, après-demain. Boudjima sur le Piémont de Tixirt, c'est fabuleux, c'est une grande fête du livre. Une belle balade. Une belle balade après celle d'Etini. Ouais. Voilà, donc allez-y, régalez-vous, divertissez-vous, lisez. Voilà, ça vous apprendra à être humaniste, à être ouvert sur le monde. Exactement. Et c'est tant mieux. Très bien, merci pour ce beau voyage à travers la région de Kabylie aujourd'hui plus particulièrement. On vous dit donc à la semaine prochaine. Voilà, bon week-end. Bon week-end. Voilà, on aura aussi rendu hommage à Ammar Metref aujourd'hui à travers ses ouvrages grâce à Jawdet Gessouma. Et on continue, je vous invite tout de suite à aller encore dans la région peut-être aussi de Kabylie. C'est vrai qu'on dit beaucoup l'huile d'olive vient de Kabylie, mais il y a plein de régions où aujourd'hui on s'essaye à l'oléiculture. Eh bien, je vous invite à suivre ce reportage signé Sofiane Hamoudi qui nous fait donc découvrir le salon de l'huile d'olive. Regardez. Pour sa 3e édition, ce salon consacré aux producteurs d'huile d'olive est un rendez-vous important pour promouvoir la production algérienne dans ce domaine. Il faut savoir que l'Algérie occupe la 8e place dans le classement mondial des pays producteurs de huile d'olive, avec une production moyenne de 60 000 tonnes par an. Cela fait 3 ans qu'on participe à des salons et compétitions internationales. D'ailleurs, nous avons remporté 19 médailles, dont la majorité sont des médailles d'or. La dernière est celle que nous avons remportée à Londres, une médaille en platinium. C'est la plus haute distinction. Plus de 40 participants et investisseurs sont présents à cet événement important. La Covid-19 nous a empêchés d'organiser des salons comme celui-ci depuis plus de 2 ans. Mais les investisseurs et les opérateurs économiques ont toujours été présents avec des produits de qualité. Nous avons des pennes vibreurs, donc ce qui facilite un petit peu la récolte des oliviers. Ça travaille pratiquement à 3 fois et demi l'opérateur en direct sur champ. De par ce salon, l'Algérie ambitionne de récupérer sa position de pays producteur d'huile d'olive dans le bassin méditerranéen, en imposant un label Made in Algérie dans la production d'huile d'olive extra vierge et concurrentielle devant des pays comme l'Espagne ou encore la Grèce ou l'Italie. De retour sur le plateau, on a pu voir donc ces nombreux participants au salon de l'huile d'olive et nous avons donc une participante et elle est très courageuse. Elle travaille avec son époux. Il s'agit donc de Mouna Benchnef. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous.
Merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est donc vous êtes producteur, vous et votre époux producteur d'huile d'olive. D'huile d'olive, exactement. Voilà. Alors que vous êtes dans un autre secteur vous-même, vous êtes médecin. Moi-même, je suis médecin spécialiste. Rhumatologue. J'ai rhumatologue. Comment est-ce que vous avez donc versé vers l'agriculture? Alors c'était l'amour aussi, voilà, et bien sûr, du voilà, travail. Bien sûr, mon mari, il a ses origines, donc il est kabyle et la région de la Kabylie, donc il a un certain attachement avec l'huile d'olive. Voilà, l'olivier, l'huile d'olive et tout. On est parti à l'Arwat justement à l'occasion de mon service civil. Et là, nous avons constaté qu'il n'y avait pas donc, un grand intérêt à cette filière, alors qu'il y avait beaucoup d'oliviers dans la région. Voilà. Alors, on a vu donc que les citoyens de l'Arwat étaient, c'est-à-dire attachés à cet arbre, mais ils n'avaient pas les moyens, c'est-à-dire pour faire le process de transformation de ces olives en huile d'olive. Voilà. Et donc de là, on a eu l'idée, on avait Vous avez été très courageux, ça fait 3 saisons que vous y êtes. Exactement, c'était janvier 2020, on avait commencé. Ça a été un challenge pour vous? Exactement, oui. C'est un défi. D'ailleurs, toute la famille qui a entendu qu'on allait faire ce projet à l'Arwat, donc ils étaient vraiment étonnés. Est-ce qu'on allait justement le réussir ou le concrétiser? C'est vrai que dans le Sud, quand on dit on va faire donc de l'agriculture, c'est un véritable défi. C'est vrai que les terres sont aussi, on dit propices, mais il faut travailler. Il faut beaucoup travailler, il faut apporter de l'eau. Parce que, encore une fois, les conditions météorologiques là-bas, c'est très difficile. Ça doit chiffrer, ça coûte aussi de pouvoir faire de l'agriculture. Exactement, oui. Oui. Vous avez réussi? Alhamdoulilah. Pour le moment, c'est un bon début pour un débutant. Alhamdoulilah. Donc, les objectifs à court terme, alhamdoulilah. Voilà. Alors, ce que vous avez fait, vous avez trouvé des arbres, des oliviers sur place. Exactement, vous avez planté encore aussi? C'est-à-dire, on a ce projet, c'est-à-dire dans les prochaines années, Inch'Allah. Et donc, on avait commencé à travailler avec les agriculteurs. Les agriculteurs qui étaient en train de la région. Voilà, de la région, de cueillir leurs olives et de les transporter à 200 km de l'Arwat pour faire justement la transformation, la presse d'olives. Donc là, on commence à à travailler avec ces agriculteurs, à coopérer avec eux et à produire notre... Alors vous êtes scientifique, donc les scientifiques s'adaptent à tout. Vous êtes passé donc de la médecine à l'agriculture. Carrément, pratiquement, non, vous aidez j'ai pas abandonné ma médecine. Non, bien sûr que non. Voilà, d'aider au maximum mon mari. Seulement, vous représentez aujourd'hui votre mari. Donc c'est un véritable challenge pour vous aussi de parler donc de l'olivier, de l'huile d'olive. Carrément. Oui, c'est pas évident, mais alhamdoulilah. Donc on essaye de comprendre, c'est-à-dire on essaye de travailler. En termes de production, on n'a pas vraiment une grande, c'est-à-dire capacité de production. C'est une petite huilerie de caractère beaucoup plus, disons, familial. Mais alhamdoulilah, on essaye de travailler c'est-à-dire dans les normes pour produire, c'est-à-dire donner aux consommateurs le meilleur de l'huile d'olive, donc un produit vraiment de qualité. Et vous avez pu tester et faire la différence entre l'huile d'olive peut-être de Kabylie, l'huile d'olive donc de l'Arwat. Chaque région a ses propres particularités. L'acidité est différente. Voilà, c'est des huiles d'olive en fait. Donc chaque région elle a ses particularités. Par rapport à la région de l'Arwat, les hauts plateaux et tout, vu c'est-à-dire les conditions dans lesquelles l'olivier se trouve, à la fois la terre qui est sableuse, voilà, c'est des terres arides, voilà, et aussi les conditions météorologiques. C'est un climat semi-continental, donc l'olivier est en train de souffrir en quelque sorte pour survivre et pour se défendre. Il fabrique des antioxydants, c'est-à-dire pour lutter contre ce stress. Et ces antioxydants justement, on va les avoir dans l'huile d'olive et qui ont beaucoup de propriétés médicinales. Donc côté santé et tout, c'est une huile d'olive assez riche en antioxydants, spécialement des polyphénols. Ah, c'est magnifique. Voilà. Et bien sûr, comme chaque agriculture, comme chaque aussi culture, il y a aussi ces ravageurs. On sait que dans la région de Kabylie, c'est vrai qu'il y avait la mouche, qui était très présente, la mouche de l'olivier. Et à l'Arwat, elle est persistante aussi? Oui, elle est toujours. Elle est moindre qu'à la région de la Kabylie, mais aussi elle persiste. Et la majorité, c'est-à-dire des agriculteurs, c'est-à-dire on trouve du mal à faire justement face à ce ravageur. Exactement. Voilà. On essaie de les sensibiliser justement. On essaie c'est-à-dire d'être le plus proche possible de ces agriculteurs. D'accord. On essaie de... Alors là aussi, on connaît l'agriculture dans le sud. On sait que ce sont des agricultures alternatives aussi. Tout à fait. Et il y a aussi des agricultures intercalaires pour essayer donc justement de combattre certains ravageurs, etc. C'est ce que vous faites? Exactement. Parce qu'il y a les vergers, il y a les palmeraies, il y a les vergers, il y a aussi les
Oui, il y a même l'hchaouch qui m'a dit. Voilà. C'est-à-dire, on trouve un olivier. L'herbacée. Exactement. Ouais. On trouve un olivier, قدامه الشيح, قدامه الزعتر. Voilà. Et je pense que ça apporte, ça apporte un plus. un goût, ça apporte aussi une particularité de cette huile d'olive qui provient des hauts plateaux. C'est vrai. Alors c'est vrai qu'on a Voilà. remarqué ces dernières années, de plus en plus d'Algériens participent à des concours à l'international et on est, alhamdoulilah, on a donc l'Algérie, toujours elle remporte commence, des médailles. Voilà, de se positionner, de prendre exactement la place des Tliqbina, normalement, les Anafiha depuis Bien longtemps. bien longtemps, mais alhamdoulilah, il y a des huileries Lahibar qui ont honoré l'Algérie à l'international plusieurs fois. À l'image de Monsieur Kiared, C'est de ça. Monsieur, voilà, de Voilà. la huilerie Qu'on a reçu aussi voilà, sur nos Barliya. plateaux. de la huilerie Kiared Barliya. Il y a aussi Monsieur Abdelaziz Hashlaf, la huilerie Al-Asliya aussi. Donc, alhamdoulilah, beaucoup. Et aujourd'hui, justement, travailler sur la qualité de l'huile d'olive, c'est un véritable défi parce qu'il faut vraiment travailler sérieusement avec les moyens aussi, les normes, etc. Voilà. Il faut éviter que l'olive soit altérée par le temps, C'est par mauvaises habitudes voilà. qui ont déjà... Ouais. De nos ancêtres, de nos qui ancêtres, laissaient, justement, on essaye d'être le plus scientifique. Voilà. On va essayer de suivre les normes. C'est les ce que vous faites, vous me disiez, à recommandations 200 km pour aller. Oui, on essaye justement. C'est Par des distances, exemple, hein. pour produire l'huile d'olive extra vierge, il faut que nous-mêmes faisons on se déplace cueillette, vers oui. la cueillette qui se fait manuellement. On transporte les olives dans des cagettes, donc mâchées dans les sacs. Voilà. Pour éviter un peu les trop huiles- de frottement. Exactement. Et la trituration devrait se faire dans les 24 heures d'assir. Exactement. Exactement, oui. Voilà. C'est Donc, tout un véritable Plus bien défi. sûr le processus, Ouais. plus le processus bien sûr de la conservation, parce que si on produit une huile d'olive dans les normes, après on aura un problème, une faille dans le processus de conservation, donc on va perdre de ses propriétés, de sa qualité. Voilà. Mais on vous sent heureux, on vous sent aussi content d'avoir réussi cette opération donc de changement aussi, donc de ville, Exactement. changement aussi on va dire, d'activité. Tout à fait. Et bon, tout à bien fait. que vous travaillez toujours. C'est un domaine très très passionnant. Yani, il suffit barque de s'y intéresser. De s'y intéresser, تخدم الإنسان بضمير بالقلب et tout. Exactement. Va en décoller, Voilà. Inch'Allah. En tout cas, c'est un véritable travail que vous êtes en train de réaliser parce que c'est une délocalisation sur aussi prouver qu'on arrive à faire de l'huile d'olive et de la bonne huile d'olive Exactement. dans d'autres régions, mis Tout à à part fait, bien c'est sûr ça, c'est ça. les régions les plus connues. C'est vrai qu'on connaît c'est l'huile plus d'olive la de Kabylie, Djidjel, Djidjel de et- Jaya, Voilà. certaines régions. Mais aujourd'hui, vous avez donc lancé le Alhamdulillah. défi. Vous avez Exactement, réussi. c'est un défi. Pour le moment, on ne peut pas dire qu'on a vraiment réussi, mais alhamdulillah, on est Inch'Allah, on l'espère, dans le bon chemin. Et peut-être que la prochaine fois, vous reviendrez pour Inch'Allah, avoir pourquoi avec une pas. médaille Inch'Allah, en pourquoi ayant pas. participé On espère, à un concours. participer au concours l'année prochaine, la prochaine saison, Inch'Allah. Très bien. En tout cas, Inch'Allah. merci beaucoup Merci d'avoir à été vous. parmi nous. Bonne Aïchek, chance. merci beaucoup. Et Merci. puis, bon On vous courage, remercie. docteur, on vous Avec dit. ça. Merci. Voilà, Merci on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à apprécier ces rythmes, le groupe Zahir, et on se retrouve juste après.
Voilà, donc musicale du groupe Zer qu'on adore et qu'on aime toujours écouter. Eh bien, on va aller encore une fois faire un beau voyage dans la région donc d'Essirem avec l'association représentée par Mourad Mames. Bonjour. Bonjour. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Vous êtes le président de l'association sportive Essirem. Voilà, je suis président de l'association sportive Essirem Nathiraten, agréée le 18 juin 2019. Très bien. Donc c'est une association récemment créée avec un personnel assez mûr, assez expérimenté aussi. On va en parler. On va présenter donc vos autres camarades, on va dire. Monsieur Belhaïd Zine Chaouch, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous êtes le sportif, on le voit bien. Oui, moi aussi. Vous êtes membre aussi, vous êtes entraîneur au sein de cette association. De la section d'athlétisme de l'association Essirem Nathiraten, club sportif Essirem Nathiraten. Merci. Sofiane Hamed également, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci. Membre de l'association également. Membre fondateur, ex-trésorier de l'association. Oui. Et bien sûr, je suis président de l'association d'une autre association, de la gymnastique. D'accord, Ouais, c'est très bien. Donc toujours le sport. Hein. Toujours le sport. Toujours dans le sport. Voilà. Et Jugurta Sadadou, vous êtes aussi membre. Bonjour, marhaba bik. Je suis responsable, membre fondateur et responsable de la commission de protocolaire et président de ligue de gymnastique. D'accord, vous êtes tous des sportifs et vous avez donc créé cette association justement pour fédérer des énergies de la jeunesse, pour en tout cas les initier au sport et les inviter à faire plus de sport. Voilà, pour la promotion de l'activité sportive, qu'elle soit compétitive ou pour la remise en forme et la santé. Voilà, et la détente. Oui. Voilà, c'est ce que vous faites d'ailleurs. Et là, le 10 juin, vous avez une rencontre très importante, c'est la 2e édition d'un marathon, c'est cela, et un marathon qui s'est un petit peu arrêté à la cause de la pandémie. De la pandémie, oui. Pour cause de pandémie. Oui. Ouais. Donc là, nous avons organisé, pas spécialement sous l'égide de ce club, puisque nous l'avons créé en 2019. Nous l'avons organisé sous l'égide d'un autre club qui s'appelle Olympique Nathiraten. Mais c'est la même équipe organisatrice qui est ce jour chargée de cette 2e édition. Donc la première édition elle a été organisée en 2018. Nous avons prévu d'organiser cette 2e édition pour le 28 juin 2020. Mais malheureusement, faute de pandémie Covid-19, donc tout a été arrêté. On ne fait que reprendre maintenant le chemin. Voilà. Et bien sûr, cette 2e édition est arrivée. Il fait beau, il fait bon. Et j'espère qu'en tout cas, tout le monde sera au rendez-vous, notamment les sportifs de la région et bien d'autres. Vous invitez tout le monde à venir y participer. C'est ouvert à l'échelle nationale. Voilà. On est en train de voir l'affiche, une belle affiche, donc semi-marathon. Et parlez-nous un petit peu de ce marathon. Alors vous êtes le sportif, vous me disiez, on n'est pas encore tout à fait prêt, mais on va y arriver. Justement, on va y arriver, Inch'Allah. Oui. Donc, parlons du parcours de ce marathon. Pour l'instant, ça reste une course sur route. Oui. Parce que notre objectif, c'est d'aller vers un semi-marathon qui aura une distance de 21 km. Notre objectif, c'est d'arriver à inscrire cet événement dans les instances sportives nationales. D'accord. Donc, pour l'instant, nous avons un parcours de 16 km 500, un parcours plat et frais, parce qu'il vient de la région de Ain Hammam vers l'Arba Nathiraten. C'est un parcours plat, très intéressant. En arrivant vers la ville, on va contourner la ville de l'Arba Nathiraten, c'est-à-dire dans la périphérie. Dans la périphérie là-bas. C'est-à-dire qu'on veut que cet événement reste aussi festif. On a de belles photos déjà, de la première édition, je suppose. La première édition, voilà. Nous souhaitons que cet événement sportif et festif en même temps, nous voulons associer la population de l'Arba Nathiraten à assister, à participer à tout l'événement, de toute la périphérie de l'Arba Nathiraten. Très bien. Attention au micro, juste au micro, voilà. Et bien sûr, on va parler un petit peu donc, de ces adhérents, c'est des habitués, c'est des sportifs aguerris. Aguerris, il y a même des sportifs de haut niveau qui se sont inscrits, parce que comme l'inscription a débuté déjà depuis le 1er mai, c'est-à-dire que la clôture aura lieu le 5 juin. Très bien. Mais les inscriptions sont en cours actuellement. Oui. On a atteint jusqu'à maintenant, nous avons approximativement 450, peut-être que d'ici ce soir, nous atteindrons les 500 athlètes. D'accord. Alors, c'est en athlétisme, c'est plutôt en altitude, je voulais dire. Donc, c'est un peu difficile. Pas du tout. Non ?
Pas du tout. Pour les sportifs, sont habitués? Ils sont habitués, effectivement. Ils sont habitués. C'est des athlètes déjà qui viennent de l'Est. Les athlètes, au niveau de l'Est, c'est des athlètes qui travaillent déjà en haute altitude et au plateau, ils sont en altitude. Et les sportifs pratiquement de toute l'Algérie qui participent, ils ont l'habitude de participer pratiquement à toutes les compétitions qui se déroulent au niveau national. Donc, ce n'est pas du tout un problème par rapport au... D'accord. Il faut compter que les premiers peuvent faire la distance en 40-45 minutes. D'accord. Ça va. Oui. C'est relativement court, ça va. Pour un marathon. C'est pour un marathon. Oui. Alors, pour ce qui est donc de ce marathon, ça va aussi drainer du monde. Il y aura donc des touristes, il y aura donc le public qui va venir aussi accueillir et surtout encourager les athlètes. Exactement. Je pense que Dabdaï, il y aura jusqu'à 15 wilayas présentes. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que voilà, jusque-là, nous avons une participation de 15 wilayas. Peut-être que ça va atteindre par rapport à la première édition où nous avions une participation de 22 wilayas, 500 athlètes. Et il me semble que cette année, espérons qu'on atteigne un peu plus. J'arrive pas à redresser donc le schéma en fait de la carte avec le circuit, l'itinéraire carrément. Ouais, j'y arrive. Voilà. Ça a l'air simple. Mais bon, pour les athlètes, ce sera tout autre. Une altitude quand même, 930 mètres d'altitude. C'est ce que j'ai dit. Oui. C'est pour ça que je me dis, c'est quand même une épreuve. 930 mètres à l'arrivée. Au départ, nous serons à peu près vers les 970 mètres à peu près. Vous avez déjà des inscrits? Oui. Allez-y. Alors, il vient de vous confirmer. Nous sommes actuellement à 450 inscrits. D'accord. Espérons que d'ici la clôture, on a estimé à 800 athlètes, participation de 800. Maintenant, nous sommes à 450. Espérons que d'ici le 5, nous atteindrons Inch'Allah. Parce que la date butoir des inscriptions est arrêtée pour le 5 juin, pour qu'on puisse procéder aux assurances de l'événement des athlètes. D'accord. Alors justement, qu'est-ce que vous avez mis en place pour la bonne réussite donc, de cet événement? Alors, nous avons notre propre organisation, c'est du club, avec tous les clubs de la daïra de l'Arvaneh Tiraten qui se sont mobilisés autour de cet événement. Donc, nous avons plusieurs commissions, notamment la commission protocolaire, la commission sponsoring, la commission technique, la commission logistique, qui est scindée en 3 sous-commissions, avec la commission hébergement, transport et restauration. D'accord. Donc, nous avons un personnel d'à peu près une centaine de personnes qui peuvent couvrir cet événement en termes d'organisation, en collaboration avec notre partenaire technique qui est la Ligue d'athlétisme de Tizi Ouzou. Donc avec une mobilisation de 25 à peu près arbitres pour couvrir techniquement l'opération. Oui. Voilà. Et bien sûr l'accompagnement des athlètes tout au long donc, du chemin pour bien sûr le côté santé, prise en charge. Il y a la collaboration de la protection civile de l'Arvaneh Tiraten, de SAMU. Alors, la protection civile de l'Arvaneh Tiraten, le PH de l'Arvaneh Tiraten, le PSP de l'Arvaneh Tiraten, le Croissant Rouge de l'Arvaneh Tiraten section secourisme et notre ami IREF, assistance IREF. Très bien. Qui est chargé donc nous aurons à peu près 4 à 5 ambulances qui vont couvrir sur le plan sanitaire l'événement. Tout le circuit. Voilà. Concernant la couverture sécuritaire, nous avons 2 tronçons. Un, il est réservé à la gendarmerie, puisque c'est en dehors du milieu urbain. Et un autre, il est prévu pour qu'il soit couvert par la sûreté de daïra de l'Arvaneh Tiraten. D'accord. Alors, c'est un événement que vous avez donc l'habitude d'organiser, puis c'est la 2e édition. Mais la première, vous étiez donc en tant qu'autre club. Aujourd'hui, vous êtes toujours dans le même esprit. Par exemple, vous, en tant que sportif aussi, vous avez donc cet engagement envers les jeunes pour les inciter à faire plus de sport? Oui, bien sûr. L'objectif, c'est d'inciter les jeunes à la pratique du sport déjà. Et bien sûr, et faire de l'événement qui serait une fête déjà. Oui. Donc c'est l'objectif. On a eu l'occasion de l'organiser avec une autre association. On les a aidés, ils nous ont sollicité à les aider pour le bon déroulement de l'événement. Ça a été une bonne réussite.
Donc, Inch'Allah, on va. Voilà. On va Mais en temps normal, c'est-à-dire que vous avez aussi beaucoup donc, de clubs sportifs qui travaillent. Oui, on a quand il y a une réunion avec les autres associations pour prêter main forte pour le bon déroulement de l'événement. Ils ont répondu favorablement, donc sur ce point, normalement, il n'y aura pas de problème. D'accord. On est en train de voir tour à tour aussi des photos. Ça fait plaisir de voir tout ce monde, surtout réuni pour une belle cause, c'est-à-dire ce marathon, semi-marathon, avec des athlètes qui vont peut-être se démarquer carrément. Oui. Il y aura quand même, comme on a dit tout à l'heure, 15 à 20 wilayas. Oui. C'est-à-dire qu'on aura beaucoup d'athlètes qui viennent d'un peu partout de l'Algérie, ainsi que les athlètes de la région. Voilà, dans l'ensemble, déjà, c'est quelque chose pour nous. Si on arrive à attirer déjà des grands athlètes, des athlètes d'élite, parce que c'est l'image. En même temps, c'est la bonne réussite de l'événement. Voilà, c'est par rapport à ça, on préfère quand même avoir plus d'athlètes. Bien sûr. Et bien sûr, en marge donc de ce côté sportif, il y a le côté touristique, il y a le côté culturel. Vous allez avoir aussi tout un accompagnement dans ce sens. Oui, oui. Par exemple concernant, par exemple, culturel, on a des associations de la région. Ibtouren, je pense qu'ils s'en occupent de ce côté. Il y a aussi touristique, la région, elle est montagneuse. Déjà, quand vous venez de Ain Hammam vers l'Arba, quand même, vous avez deux paysages, il y a des montagnes, il y a... Et il y a des villages, des haltes, les villages. J'imagine. Donc peut-être que ça sera aussi l'occasion de visiter, de découvrir. Oui, par exemple, faites-nous des haltes dans certains villages. Par exemple, vous avez Sharadan, qui sont connus à l'échelle nationale, c'est le village historique. D'accord. Historique, Mansoumar, où s'est déroulée la bataille de... C'est un choix, justement. Oui, c'est l'itinéraire toujours. Ça fait partie de l'itinéraire. D'accord. Vous avez la ville, parce que c'est beaucoup plus, sans oublier, le marathon porte le nom de Aben Ramadan. Oui. Déjà, c'est une personne historique. C'est pour ça qu'on a choisi le nom de Aben Ramadan, parce que c'est un homme avec un grand H quand même. C'est un historien, shahid. Il y a beaucoup... Déjà sur l'itinéraire, vous avez quand même les paysages. C'est des paysages quand même époustouflants. D'accord. Et d'autres villages encore? Vous avez Khalijan, vous avez Tagoshan, Agmonizm. Tous ceux qui nous regardent et nous écoutent vont savoir que dans leur village, le marathon va passer. Ils seront contents aussi de pouvoir applaudir les athlètes. Je pense qu'il y a 3 communes. Il y a celle de Ain Hammam, c'est le lieu de départ. Il y a Tagoshan. Vous avez aussi la commune de l'Arba. C'est-à-dire que le passage des athlètes se fera sur les 3 communes. Pour arriver au lieu de... L'arrivée, c'est à la stèle Ben Ramadan. Très bien. Donc, ça y est, vous avez pratiquement tout réglé, l'organisation de ce marathon. Et aujourd'hui, on n'attend plus que les athlètes. Les athlètes, on est en train de continuer l'inscription jusqu'au 5. Sinon, sur le plan technique, il y a la Ligue d'athlétisme qui va travailler avec nous en collaboration. Le départ des athlètes va se faire en collaboration avec, c'est-à-dire que le départ va être donné par la Ligue d'athlétisme, en collaboration avec la section d'athlétisme de l'équipe. L'arrivée va se faire, c'est la Ligue d'athlétisme qui va faire l'arrivée. Le secrétariat de l'événement, c'est-à-dire que les classements par catégorie, les classements pour faire sortir les premiers, les lauréats du mois, ça va se faire par la Ligue d'athlétisme, en collaboration, on va travailler ensemble avec les techniciens de notre club. Sinon, sur le parcours, par exemple, on a placé nos athlètes qui vont orienter les athlètes pendant, disons, sur tout le long du parcours. Nous avons tous nos athlètes jusqu'à l'arrivée à Ben Ramadan. C'est-à-dire que sur les 16 km, pratiquement, là où il y a les bifurcations, les intersections, ils vont trouver toujours des athlètes de notre club avec des badges, pour les accueillir, les orienter. Aussi, nous avons prévu quand même des points d'eau. C'est pour cette année, parce que cette année, il fait quand même un peu chaud. Sur les 16 km, habituellement, on place juste 3 points d'eau. Mais nous avons décidé avec l'association de placer 5 d'eau au départ et à l'arrivée. C'est ce qui ne se fait pas ailleurs. Comme je suis habitué, je suis arbitre en même temps, donc je suis informé. Sinon, nous avons décidé, au départ, on va placer un point d'eau. À l'arrivée, on va placer un point d'eau. Déjà, sur le parcours, il va y avoir 5 d'eau. Aussi, ce qui est pour cette année,
Nous avons prévu des citernes d'eau au départ pour que les athlètes se lavent. Oui. Avant déjà, se rafraîchir avant de démarrer. À l'arrivée, nous avons réservé des citernes d'eau, des camions citernes. À l'arrivée, ils vont se laver pour au moins l'athlète ne va pas rentrer chez lui parce que pour satisfaire 600 athlètes avec des douches, peut-être que ça sera pas voilà, possible. peut-être ça va les aider à décompresser aussi. Voilà. Il va se laver, il va mettre ses vêtements, il va rentrer chez lui. Et puis bien sûr, il y aura une récompense. Bien sûr, voilà. Bien sûr. Si vous me permettez, je tiens à revenir sur le schéma global de l'organisation. Donc, cette édition est préparée conjointement avec la wilaya de Tizi Ouzou, l'APOI de Tizi Ouzou, la DIGES de Tizi Ouzou, la DER de l'Arvanette-Ereten avec les 3 APC qu'elle regorge, donc l'APC de l'Arvanette-Ereten, l'APC d'État gauche et l'APC d'Ergen. Et nous avons aussi les partenaires et collaborateurs. Donc, les collaborateurs, nous avons les clubs sportifs de la localité, de la DER de l'Arvanette-Ereten, l'APC de Tizi Rachid et l'APC d'Etomelou. Concernant les organismes étatiques aussi, nous avons l'ODEJ de Tizi Ouzou qui a mis les structures d'hébergement à disposition des athlètes à concurrence de 200 lits répartis sur 4 auberges. Et nous avons aussi la participation de l'OPO de Tizi Ouzou. Donc c'est tout. Vous n'avez oublié personne. J'espère n'avoir oublié personne. Si j'en ai oublié quelqu'un. Ah oui, c'est vrai que pour l'organisation et pour justement la gestion de tout ce monde qui vient, c'est vrai qu'il faut qu'il soit bien accueilli, bien orienté et pour pouvoir être dans la course parfaitement bien. Eh bien, je pense qu'on est arrivé à la fin. Un dernier mot, allez-y. Ouais. Donc, je voudrais lancer un appel par rapport aux athlètes. Oui. Par rapport au regroupement. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, parce qu'il y a des gens qui nous appellent des régions, le regroupement se fera le jour J, c'est-à-dire le jour de la course, à la place à Ben Ramadan, à 7h du matin. 7h du matin, oui. Parce que comme il fait chaud, donc on est obligé de regrouper et acheminer les athlètes vers le lieu de départ, disons à 7h30, pour qu'on puisse réussir le timing de l'événement. C'est-à-dire qu'on va donner, comme nous avons prévu de donner le départ à 9h, il faudrait que tout le monde soit à l'heure. Hein. Voilà, à l'heure. Voilà, on va gérer le timing, le départ de la course à 9h. Donc les athlètes, nous appelons les athlètes à arriver tôt, c'est-à-dire qu'à 7h, respecter. De là, nous allons commencer l'acheminement vers le lieu de départ à partir de 7h30 pour éviter que les athlètes qui seront sur les lieux soit stressés, soit parce qu'à chaque fois, c'est gêné, il fait chaud. Comme ça, on va éviter plusieurs navettes. On va prendre les athlètes pratiquement au même temps. Voilà. Comme ça, le départ se fera. C'est toute une organisation qui doit être mise en place pour, bien sûr, réussir le départ de la course. Si vous me permettez de continuer, je vais juste lancer un appel par rapport à nos concitoyens, de participer, de nous aider à éviter de circuler en voiture le moment de la course. Du vendredi. C'est-à-dire que c'est un vendredi, c'est vrai qu'on ne peut pas empêcher les gens de circuler. Sinon, s'ils peuvent nous aider de circuler le moment de la course, parce que quand le départ est donné, l'athlète va chercher son chronomètre, va chercher sa performance, va chercher à arriver pour gagner. Sinon, lorsqu'il y a de la circulation, il y a des risques d'accident. Exactement. Il faudra faire très attention. L'athlète est stressé. Lorsqu'il court, il entend quelqu'un derrière lui avec une voiture, c'est-à-dire qu'il klaxonne. Là, l'athlète doit courir sereinement pendant tout le parcours. Exactement. Et pourquoi pas arriver sans aucun... Voilà. En tout cas, vous êtes là, vous, avec toute l'organisation pour essayer donc de pallier à tout cela. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous. Je vous dis bon courage pour cette deuxième édition du marathon, semi-marathon donc de Asirem. Voilà, j'y arrive. Parce qu'on a beaucoup parlé d'Aïtiné aujourd'hui. On vous dit à très bientôt. Et puis, bonne chance à tous les athlètes qui seront présents. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Je vous invite tout de suite à suivre ce reportage. Justement, on va aller découvrir un circuit touristique dans la région d'Oran. On se retrouve juste après. Si vous visitez le Bahia, prenez le temps de vous promener dans les rues du vieil Oran. Ici, c'est une véritable cité-musée. Le fort de Santa Cruz, la mosquée de Sidi El Houari ou encore le théâtre régional Abdelkader Aloula. Ces monuments sont un véritable patrimoine civilisationnel, témoin d'un brassage des cultures. هنايا رانا في موقع تاريخي كما راكم تشوفوا هنايا
Comme vous pouvez le voir, ici nous sommes devant le monument de Sidi Ibrahim. Ici vous avez l'hôtel de ville d'Oran qui date de 1886. De l'autre côté vous avez le théâtre régional Abdelkader Alloula construit en 1907. En prévision des Jeux méditerranéens prévus à Oran à partir du 25 juin, notre association a organisé cette sortie touristique qui fait partie des circuits touristiques tracés par le comité d'organisation des Jeux méditerranéens en collaboration avec l'ONAD. Oran, une ville touristique par excellence, une wilaya qui attire de nombreux touristes durant la saison estivale. La ville d'Oran est juste magnifique. Je suis sûre qu'Oran relèvera le défi de l'organisation de ces Jeux méditerranéens. Oran est désormais prête à accueillir cet événement sportif d'envergure internationale, dont le coup d'envoi sera donné le 25 juin prochain, où de nombreux touristes pourront découvrir la richesse du patrimoine algérien. سبلت الطلبة وسيدي بلال طريق السيارة دلالات كانوا في كل مكان. Voilà, c'était donc le reportage de Youssef, de Walid Yousfi, Walid Yousfi, et puis on a pu voir aussi le jingle aussi, donc des Jeux méditerranéens. On va beaucoup en parler ces derniers temps. Vous avez pu voir de nouvelles émissions aussi pour montrer un petit peu l'ambiance d'Oran, comment se prépare Oran à accueillir les Jeux méditerranéens. Eh bien, tout de suite, nous allons parler encore une fois d'un chantre de la musique Shahbi avec notre invité, Monsieur Lounis Aïd Aoudia. Bonjour. Bonjour, Mme Almi. Un bonheur de reprendre, de vous revoir et de revoir l'équipe de Canal Algérie après cette interruption d'un calvaire que nous avions vécu pendant 2 ans. C'est vrai, la pandémie. Merci beaucoup, Monsieur Aïd Aoudia. Je rappelle que vous êêtre le président de l'association La Rampe Louni Arzqi. On a eu beaucoup plaisir à vous recevoir à chaque fois pour parler donc de l'histoire de la région, de cette justement association que vous militez pour cette association, pour l'histoire. Cette association a une vocation culturelle. Culturelle, surtout la réappropriation de la culture d'algérianité dans son ensemble. Tout à fait. Donc, et nous avons une devise contre l'oubli. Voilà, tout à fait. L'oubli ravageur a causé dans notre société des dommages irréparables. Alors vous êtes là, vous et tous les membres de votre association, pour essayer donc de valoriser notre culture et surtout rappeler l'histoire, rappeler aussi des personnages qui ont marqué donc le quartier donc de la rampe Louni Arzqi. Absolument. La rampe Vallée, comme on la connaît. Alors nous allons commencer par un célèbre café qui est le café de Saïd Haouchine. C'est le café où Ahmad Zahi a été adopté à l'âge de 18 ans, d'une part, et d'autre part, un café qui a connu Rioudji, le frère de Hajj Marizak, un quartier qui a connu où a habité Fadel Adzilia, un quartier où a habité Mahboubeti, un quartier qui a vu naître Aouichet, la comédienne,
Voilà. Voilà. Alors, c'est beaucoup d'évocations, de souvenirs que vous voulez mettre en avant à travers votre association. Et aujourd'hui, c'est un hommage particulier à Amr Zahi, Allah yarhamou, qui nous a quittés trop tôt, encore une fois, qui a laissé aussi son répertoire musical, son style musical et surtout son caractère, parce qu'il était très discret aussi. Il était connu dans le quartier. Vous-même, vous étiez du même quartier. Il avait une philosophie qui était la sienne. Vous savez, pour la comprendre, il faut vraiment aller loin dans ce qui est des valeurs humaines. C'était quelqu'un qui, au XXe siècle, et à l'aube du XXIe siècle, était complètement, avait une raison de... Il a donné une dimension à sa vie. Cette dimension à sa vie était uniquement la culture, la chanson. Et pour ceux qui l'aimaient, qui aimaient donc se rapprocher de lui, il n'était pas avare de connaissances, et au contraire, il donnait, il abreuvait justement cette jeunesse donc de son savoir lui-même. Il était très cultivé. C'était surtout lui, c'était de la jeunesse. Oui. C'était de la jeunesse. Il était porté sur la jeunesse. Pour lui, la jeunesse, c'était l'avenir. C'est à partir de cela où la vocation d'Amr Zahi est née. Est née à travers une création. C'est un style. Une création. Il a créé un mode. D'ailleurs, le titre du livre, Cheikh Amr Zahi, ou l'éclat juvénile de la chanson Shabi. Ça, c'est le titre du livre de notre ami Ben Damash, qui était venu sur notre plateau présenter son tout dernier livre. Il lui avait consacré un bon moment, d'ailleurs, avant donc de l'éditer. Il est paru à l'occasion du Salon du Livre. Il était venu aussi en parler. Et donc, à cette occasion, vous allez donc présenter avec Monsieur Ben Damash cette vente dédicace. Ça sera à la librairie du Tiers-Monde. Ça sera une rencontre livresque. Oui. Une rencontre livresque. Ça sera Amr Zahi en livre. Alors, ça sera une évocation, des échanges sur le parcours d'Amr Zahi, sur l'œuvre d'Amr Zahi, une œuvre de renouveau. Une œuvre de renouveau qui a captivé spontanément toute une jeunesse de l'ensemble du pays, de l'Algérie. C'est ça la recherche que nous faisons actuellement. Nous ne cesserons pas de continuer de Tamanrasset à Tindouf, à Constantine, à Alger, à Tizi Ouzou, un univers zahien. C'est la jeunesse. Je vais vous raconter une anecdote. Allez-y. J'ai pris un taxi. Il y a quelque temps de cela, avant le Covid. Un jeune, CD, le flash disque, Amr Zahi. Vraiment, je ne sais pas où il a fait la recherche, mais c'était des airs, des chansons que je n'avais pas écoutées aussi attentivement. Bon, j'ai oublié même l'arrêt où je devais m'arrêter. Alors je me suis aperçu, merci, mais jeune. Vous vous êtes rendu compte justement que cette transmission s'est faite de génération. Alors je me suis rendu compte. Et j'ai dit aux jeunes, يعطيك الصحة اليوم نجمو نقولوا بلي الشعبي أو في يد الشبيبة. قال لي لا قال لي الحاج اسمح لي. قال لي يا خويا اسمح لي مي هنايا الشعبي خاطيني. تومبي دو سيال الشعبي خاطي كيفاش واش الشعبي بابا يحب الشعبي يسمع العنقة يسمع قلوابي يسمع الدحبة الحراشي يسمع بهدايا نسمع الزاهي. قال لي ماذا واسمو هذا سي دو زاهي. Ce n'est pas du chabi. C'est du chabi. Alors, il voulait me dire c'était du chabi, mais dans une autre dimension. C'est ça. D'une part. Et d'autre part, la gente féminine. La gente féminine n'écoutait que l'imsama. L'imsama, la chanson asri moderne, Nora, alors... Nora, à l'époque. Voilà, à l'époque. Selwa, voilà. Et l'Msaba, Brif Kaifa de l'Algérie. Avec Amr Zahi, ça a changé la donne. Incroyable. Incroyable. Alors, ceci, en dehors des frontières de l'Algérie. Allez voir notre diaspora un petit peu dans le monde.
Ouais. Bon. Et c'est vrai qu'il avait cette aura particulière, donc Amar Zahi, il avait, sans le vouloir, réussi à avoir des fans de partout qui le suivaient, même lors des mariages, parce qu'il ne donnait pas des concerts, il ne faisait pas trop d'enregistrements, et c'était sa particularité. Alors, Amar Zahi, je vais vous dire, c'est un cas psychologique unique, qu'il faut comprendre, mais difficile à comprendre. Oui. C'est quelqu'un qui fuyait la célébrité, alors que tout le monde est derrière la célébrité. C'est tout à fait l'inverse. Alors, les feux de la rampe, il voyait ça en horreur. Oui. Il était très discret. C'est la raison pour laquelle, par exemple, nous n'avons que de rares enregistrements télévisés. Oui. Et pourtant. Donc, un univers à redécouvrir à travers ce livre et à travers ce livre et des actions qui sont inscrites comme projet pour revenir justement sur ce chapitre très très important. Ouais. Et surtout, fondamentalement, sur la langue algérienne. La langue algérienne, Zahi chante du Breklouf, chante toute la chanson algérienne avec la chanson algérienne dans sa langue à part entière. Ni darja, ni dialecte, une langue à part entière. On est en train d'écouter justement Amar Zahi là en ce moment. Ça va faire plaisir à tous les téléspectateurs qui nous regardent et qui nous écoutent ce matin. On laisse. Donc, extrait pour rappeler aux téléspectateurs la belle voix et surtout son charisme quand il chante. Le renouveau, vous avez vu, c'est une chanson qui remonte à un siècle plus chantée sur le mot Chabi. Mais lui a donné de renouveau une autre dimension. Et cette chanson, actuellement, dans cet air et ce rythme qui est le mot zahien, les jeunes en raffolent. Et c'est la jeunesse, c'est la transmission. C'est la transmission de la culture algérienne. Il est dit, n'oublions pas, que le prix Nobel de littérature a été attribué en 2016 à Bob Dylan. Exactement. Voilà. C'est très très important. C'est pour rappeler aussi, dire que la chanson fédère toutes les cultures et qu'elle est un trait d'union d'universalité pour toute l'humanité. Voilà, et puis on dédie cette chanson à tous les amoureux de Amar Zahi, en particulier notre collègue Amar Bellache, qui lui est aussi un fan d'Amar Zahi. Et puis en parlant donc de ce caractère, Mohamed Bellache, pardon, toute cette caractéristique bien sûr de l'artiste, qui était un artiste, mais très discret, sans vouloir être justement la vedette que vous disiez donc tout à l'heure. En aucun cas, mais pourtant, il est resté encore une fois très attaché à son œuvre et surtout son travail de maître aussi du Cha'bi. C'était viscéral chez lui, c'était viscéral en lui, mais cette différence que l'art, c'était l'art pour l'art. Oui. Il y a un très beau documentaire aussi qui a été diffusé sur Canal Algérie où on parlait donc justement de l'œuvre d'Amar Zahi, mais aussi du personnage. Lui qui était donc un personnage qui accueillait des jeunes chez lui, qui aussi les informait sur la musique. Qui était ouvert pour la jeunesse exclusivement. Il était très correct avec tout le monde, mais la jeunesse, c'était son pôle. Et le savoir, les sorties. Pour vous rappeler un fait, le mouvement de foule qu'il a créé en 1987, un mouvement de foule, un véritable mouvement de foule à la salle d'Ibn Khaldoun. C'était un renouveau. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, la chanson Cha'bi avait atteint un stade où seuls
les gens de mon âge, un peu moins âgés, écoutaient la chanson Chabi. Oui, oui, sinon, c'était la chanson occidentale. Charles Aznavour, quand il se produisait à l'Atlas, c'était Achikong, c'était un mouvement. Bon, il faut il y a le rail qui était naissant. Et on voyait ce courant drainer toute une jeunesse. Tout à fait. Lui qui était amoureux de Boujemal Anqis aussi, hein, il a suivi aussi. Alors vous faites très bien de soulever ça. Il faut du temps à développer. Alors son ouïe musicale s'est ouverte à Hajj Boujemal Anqis. C'est la première note. C'est la première note. Pourquoi? À moi personnellement, il m'a appelé en me disant hier j'ai écouté un chant du Chabi, mais un Chabi différent, un Chabi d'une autre dimension. C'est qui Boujemal Anqis. Et ensuite, encore une fois, une personnalité aussi très humble et très discrète. Très humble, très discrète, surtout très discrète. Leïla Boutaleb, qu'il a interviewé après le mouvement de foule, il a répondu, il était étonné. Bon, vous avez... Non, madame, moi, je ne suis qu'un petit chanteur. Et seulement. Petit chanteur. Et c'était sa devise. Il le disait à tout le monde. Je ne suis qu'un petit chanteur. Tout à fait. Mais en tout cas, ça sera l'occasion de parler donc de cette personnalité, de cet homme aussi très simple et très sage, et surtout qui a laissé donc, des nombreux fans tristes, et en tout cas toujours en attente de ses musiques. Vous allez lui rendre hommage à travers le livre de notre ami Abdelkader Ben Damache, bien sûr, qui sera à la librairie du Tiers-Monde ce samedi à partir de 14h, n'est-ce pas? Que tout le monde, tous ces fonds seront les bienvenus. Nous aurons l'occasion de nous revoir, d'évoquer et d'échanger. Cette rencontre livresque autour des mythes de la jeunesse. Exactement. Je rappelle, monsieur Lounis Aït Aoudia, vous êtes le président de l'association La Rampe Louni Arzqi, ex-La Rampe Vallée. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas. Une seconde. Allez-y. Alors, avec cette reprise, cette interruption définitive, espérons-le, du Covid, il y aura, nous allons reprendre nos activités et réaliser nos projets qui étaient nombreux. Donc, on va se revoir. On va se revoir. Et nous avons un rendez-vous samedi 14 juin sur un autre thème de doyens de notre âge, de doyens de notre association. Le doyen d'âge de notre association vient d'écrire un livre sur les pharmacies de la résistance dans un autre chapitre très intéressant qui est inédit. On en reparlera. Rendez-vous. Le 14 aussi. Voilà. Très bien. On ne ratez pas donc cette vente dédicace et surtout cette rencontre livresque autour de Amar Zahi, autour du livre de Abdelkader Ben Damache intitulé Amar Zahi ou l'éclat juvénile de la chanson Chabi. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à vous et merci à toute l'équipe de la Régie 7.